Ça, c'est le visa étudiant que j'ai obtenu pour pouvoir étudier 1 an au Japon. Et ça, c'est tous les papiers que j'ai dû montrer pour l'avoir. Diplôme... Et de l'argent, oh putain. Oui, ça fait beaucoup, mais c'était le strict minimum pour remplir le formulaire d'inscription. Et c'était putain de chiant, et ça dès la base de la base, à savoir les infos personnelles ou tout ce qu'il y a écrit sur le passeport. Et là vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a de chiant? Il suffit juste de remplir le nom, la date de naissance et tout le reste. Eh bien dans l'administration japonaise, il existe une règle disant que si c'est écrit sur ton papier officiel, tu dois le recopier. Ce qui signifie que vous allez devoir recopier votre nom en entier, avec tous vos prénoms. Et ce sera comme ça pour tous les documents que vous aurez à remplir. Le logement, la sécu, le téléphone, vous allez devoir écrire votre nom en entier et parfois en katakana. Et vu que les noms japonais font 6 caractères à tout péter, ça peut arriver que votre nom soit coupé. Mais en plus, vous allez aussi devoir renseigner votre famille. Déjà 1 pour savoir qui appeler en cas d'urgence, et 2 pour savoir qui sera votre sponsor financier dont on parlera un peu après. Que ça soit leur nom, leur âge ou leur profession, oui, le Japon a un gros problème avec la vie privée. Et bien sûr, si vous avez une famille recomposée, ne le dites surtout pas. Parce que sinon, il va falloir prouver qu'ils sont mariés, sinon il va falloir donner le livret du beau-parent. Chiant quoi. Donc vous faites pas chier, suivez la règle et recopiez votre livret de famille. Bah tiens, tant qu'on est encore sur le passeport, vous allez devoir aussi renseigner toutes les fois où vous êtes déjà allé au Japon. En août 2012 où j'ai crevé de chaud et en décembre 2017 où j'ai crevé de froid. Sauf qu'entre temps, j'avais changé de passeport. Du coup, je suis la règle que je vous ai dit avant et je renseigne que le voyage de 2017. Même si en vrai, c'est un peu fourbe de faire ça. Parce que le Japon veut être sûr que vous n'ayez pas commis de crime les fois d'avant. Et quand on voit des singes dont j'ai pas envie de prononcer le nom faire n'importe quoi, on peut comprendre pourquoi ils ont pas envie de les voir. Et encore moins en prison. D'ailleurs, un autre endroit que les Japonais n'ont pas envie de vous voir squatter, ce sont les hôpitaux. C'est pourquoi certaines écoles vous demanderont un certificat médical. Déjà 1 pour prouver que vous pourrez suivre les cours, et 2 que l'école ne vous aura pas entre les pattes. Parce que si vous avez un accident ou que vous avez fait une connerie, c'est l'école qu'on va appeler, ou plutôt les nounous qui s'occupent des élèves. Et vu le nombre d'élèves qu'elles doivent gérer, elles ont pas envie de pointer aux urgences. Du coup, si l'école estime que votre prise en charge sera trop lourde à porter, elle va prendre aucun risque. D'où le certificat médical. Mais encore une fois, c'est loin d'être la norme. Une autre chose qu'on va peut-être vous demander, c'est d'avoir un certain niveau de japonais. L'idéal, c'est d'avoir un JLPT N5 qui correspond grosso modo au cours de Julien Fontanier, ou d'avoir étudié pendant 150 heures. Et 150 heures en classe, pas devant Rosetta Stone. L'idéal parce qu'en vrai, les écoles ne vérifieront jamais votre niveau. Vu que vous pouvez commencer le japonais avec elles et qu'elles ne vont pas s'asseoir sur du fric facile, elles vont fermer les yeux. Par contre, un point où elles ne vont pas fermer les yeux, c'est votre lettre de motivation. Pourquoi vous voulez partir apprendre le japonais? Et même si c'est chiant, je vous conseille vraiment de considérer la question. Parce que si c'est juste pour pouvoir vivre dans un pays qui vous fascine depuis petit, ok, mais pour faire quoi? Soit vous voulez travailler au Japon et dans ce cas-là on va vous apprendre les règles de politesse comme l'omotenashi ou le keigo. D'ailleurs, si vous pensez que les kanji sont les trucs les plus infâmes du japonais, vous n'avez jamais fait de keigo. Soit vous voulez rentrer à la fac et on va vous préparer à un examen spécial nommé Leiju, qui est un espèce de bac mais en japonais, ou soit vous rentrez en France. Ce qui est pas du tout une honte d'ailleurs. Je dis ça parce que pour beaucoup, rentrer en France c'est un peu comme un aveu d'échec. Alors c'est vrai, mais uniquement si vous comptiez vivre pour toujours là-bas. Si c'est juste pour une année sabbatique, plein de gens l'ont fait avant vous. Et c'est ce que j'ai écrit dans ma lettre. C'est ce que c'est écrit dedans. Je souhaite étudier le japonais, et par extension vivre au Japon, pour découvrir un autre mode de vie dans un pays que j'admire depuis petit. D'abord grâce à la pop culture, puis pour la culture traditionnelle, notamment l'ikebana et l'architecture. Alors l'ikebana, j'ai lu 2-3 trucs dessus, et pour l'architecture, c'est surtout celui des temples, qui est encore plus beau en vrai. Le tournant s'est produit après le Covid, j'ai réfléchi sur mon parcours professionnel, et j'ai réalisé que je voulais donner une chance à une expérience unique à l'étranger lorsque j'en avais encore la possibilité et l'argent. Avec ces études, ce serait une excellente occasion de construire un réseau. De plus, cela ferait une belle ligne sur mon CV pour les compagnies d'animés françaises. Oui, je voulais changer de carrière parce que c'était les animés qui m'ont mené là-bas. Surtout elle et elle. Je vais rester dans le côté pro parce qu'on m'a aussi demandé tous les anciens tafs que j'ai fait. Très important pour le sponsor financier dont on va parler un peu plus tard. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Même chose pour votre parcours scolaire, des études supérieures à la primaire. Parce que le Japon. Mais aussi la durée normale de ces cycles, c'est-à-dire 5 ans de primaire, 4 ans de collège et 3 ans de lycée.
Si vous avez redoublé ou sauté une classe, ne vous inquiétez pas. Il va juste falloir que vous expliquiez le concept de redoublement aux japonais. Par contre, pour partir, il faut au moins que vous ayez le bac, ou à minima les 150 heures d'études de japonais qu'on a vu tout à l'heure. Dernier point et le plus important, l'argent. Alors c'est pas des vrais billets, mais franchement de loin on fait pas la différence. Vous devez avoir 2 millions de yens, soit environ 13 000 € au moment où je tourne. N'importe quel document qui montre l'état de votre compte en banque suffit. Et bien sûr, vous pouvez emprunter de l'argent à quelqu'un, éditer le document et rendre cet argent à ce quelqu'un. Mais même si vous avez les 13K, vous allez avoir besoin d'un garant. Parce qu'avec l'euphorie d'être au Japon, c'est pas impossible que vous cramiez tout en goodies, en voyage et en alcool. Vous pouvez être votre propre garant, mais uniquement si vous avez bossé pendant 2 ans sans interruption. Et si c'est pas le cas, vous allez devoir demander à un de vos 2 parents. Mais là encore, il ou elle doit avoir bossé pendant 2 ans sans interruption. Et si c'est pas le cas, on va vous refuser à 100% le visa. Si jamais ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, vous pouvez juste resoumettre votre dossier dans les 6 mois. Mais le problème, c'est que c'est l'école qui soumet votre demande de visa à l'immigration. Et vu qu'elles soumettent toutes leurs demandes le tout dernier jour, elles vont pas vous attendre. Du coup, vous allez devoir vous rabattre sur un plan B. Mais si tout est bon, vous allez recevoir le document qu'on attend depuis le début de cette vidéo, le certificat d'authenticité. What? Parce que toutes les démarches qu'on a fait jusqu'ici, c'était pas pour le visa, c'était pour le papier qui te permet d'avoir le visa. Donc la prochaine étape, c'est de transformer ce certificat en visa, que j'ai failli ne pas avoir à temps, mais je vous garde ça pour la prochaine vidéo. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et comme on le dit à la J2A, see you Nara.